Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort 2 fois par mois, les mardis sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers. Aujourd'hui, nous essayons quelque chose de nouveau. On regarde les innovations dans l'actualité. On va regarder 2 innovations dans l'actualité. Je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux. Bienvenue. Merci. C'est le 3e, 4e épisode qu'on fait ensemble. Ouais. 3e. 3e. Là, je veux juste souligner, là, avant de commencer, le préambule, je l'ai coupé un petit peu. Si vous avez un projet intéressant, contactez-moi, emile.demers.1@commercial.hotmail.com. Ça nous ferait un plaisir d'en parler. Et ensuite, le segment correction. Donc, le segment correction d'Accès Innovation est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité, de manière anonyme ou non anonyme. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou notre courriel emile.demers.1@commercial.hotmail.com afin qu'on lise votre correction ou complément au prochain épisode. Puis je pense qu'on a des corrections cette semaine en plus. Nous avons des corrections cette semaine. On a notre deuxième officielle correction. Fait que est-ce que tu veux y aller ou tu me laisses? Je vais te laisser y aller, vas-y. OK. Donc, c'est Jade Cloître qui nous a écrit. Elle était responsable. En fait, c'est parce qu'au dernier épisode, sur l'impression 3D, on a parlé d'elle. On a parlé qu'elle faisait... En fait, je pense que c'est moi qui disais qu'elle faisait des foies de souris imprimées en 3D ou elle faisait des réceptacles de foie de souris imprimés en 3D, mais c'était faux. Ce n'était pas un foie, mais un pancréas. Et je cite ce qu'elle nous a dit, mais je vous aime pareil. Fait que, voilà. Merci, Jade. Merci, Jade, de ta correction. Ensuite de ça, j'ai 2 petits compléments reliés à l'impression 3D. Dans le fond, je pense que c'est la semaine dernière, où que je travaille chez Telops, ils ont commandité les Jeux de génie de l'Université Laval. Puis, en fait, c'est plein d'universités qui font une compétition, là, des compétitions académiques. Ils font des machines, ils font des affaires. Puis là, il y a une équipe qui avait une patente que j'avais jamais vue. Peut-être que toi, tu connaissais ça. Là. Moi, je connaissais vraiment pas ça, mais le fuzzy skin comme paramètre de slicer d'imprimante 3D. Tu connaissais ça? Ben, non, de vite comme ça, non, ça me dit rien. Peut-être que expérimentalement, je l'ai utilisé sans savoir. Un fuzzy skin, ça me dit rien du tout. Moi, honnêtement, j'en ai déjà fait du fuzzy skin, mais accidentellement. Genre, c'est juste parce que mon impression elle a chié, là, puis ça faisait des petits motons. Mais en gros, c'est une équipe qui faisait des roues imprimées en 3D. Où c'était des genres de paliers, puis ils voulaient que ça roule là-dessus, puis il manquait de grip, ça glissait trop. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le paramètre fuzzy skin dans leur slicer. Puis ça, ce que ça fait, ça laisse des petits motons, des petits pics, comme une peau de pêche ou une peau de kiwi. Quelque chose de même, donc c'est un peu plus rugueux dans le fond. Puis ça, ce que ça faisait, c'est que ça leur a permis d'avoir l'adhérence requise pour rouler sur le pont qu'ils voulaient rouler. Fait okay. que, je connaissais pas ça. C'est quand même intéressant. J'avais déjà entendu, pour augmenter la résistance au délaminage, de prendre la buse, mettons, puis une fois que tu as fini, tu fais une passe ou que tu descends la buse un petit peu dans le matériel, puis tu viens passer avec la chaleur de la buse, là, comme un genre de fer à repasser sur la layer. OK. Puis ça permet d'augmenter l'adhésion entre les couches. Il faut que j'essaye ça. En tout cas, tu me diras après comment précisément c'est que tu coches. Mais... Je l'avais déjà utilisé, ça, pour du nylon, il me semble. Ah ouais. Ben merci, ok, nice. Puis excellent, ben ça c'est la 2. Donc on a comme la deuxième correction entre guillemets. Puis là j'ai un 3e point. C'est tout juste après qu'on a enregistré, je pense. J'ai vu ça, c'est un documentaire de Vice sur YouTube sur les armes à feu imprimées en 3D. C'est un sujet qui est quand même contentieux. Puis il y a à peu près, je sais pas, 6 ans, on avait vu ça passer, là, tu sais, le premier gun imprimé en 3D. Là. Ouais. Ben, je pense qu'à chaque fois que ça arrive ou qu'on la police découvre, mettons, un fusil imprimé en 3D, ben dans les news, c'est partout, là. Ouais, totalement. Puis il y a quand même un danger à ça parce que techniquement, n'importe qui pourrait s'en faire. Là, puis le design, le gars qui avait fait le design, c'était comme une certaine figure publique. Là, en tout cas, en regardant le documentaire, il en parle. Puis je ne vais pas embarquer là-dedans. Là. Mais c'est juste que ce sujet-là a comme une renaissance. Ça devient de plus en plus populaire aux États-Unis. Il y avait une compétition où le gars de Vice est allé. Ça s'appelle des Ghost Guns là, parce que t'as pas de. Bon, moi je savais pas. Il n'y a pas de numéro de série finalement. Puis ça devient comme une genre d'expression artistique puis de liberté, entre guillemets. Le monde, ils font plein de formes de dragons, puis ils font des guns avec plein de formes bizarres, puis des chargeurs sur le côté, puis plein d'affaires. Honnêtement, c'est un peu comme effrayant à quel point c'est facile. Là. Dans le vidéo, il en fait un. Là. Ouais, tout à fait. Puis là, c'est parce que c'est de l'impression 3D, mais je vais puiser dans... tu sais, quand tu dis que j'ai des connaissances qui traînent dans ma tête, là. Nice, ouais. Je vais puiser là-dedans, puis il me semble qu'il y a une loi aux États-Unis qui dit que un gun n'est pas un gun s'il n'est pas complété à plus de 80%. Fait qu'il y a littéralement un marché, là, si tu vas sur Google, tu écris 80% gun, puis c'est genre des magasins en ligne qui vendent des fusils ou des pistolets qui sont pas complétés à plus que 80%. Puis tu peux l'acheter comme n'importe quoi. Là. Tu mets ça dans le cart, ça arrive chez toi, pas de numéro de série, puis toi tu le complètes chez vous.
puis ça devient un ghost gun dans ce sens-là. Aïe, ok, non, je connaissais pas ça, Oui, effectivement. oui. Ben, c'est pas de l'impression 3D, mais tu sais, quand on dit l'impression 3D, tout le monde peut s'imprimer des guns, ben là, déjà, tout le monde peut à peu près acheter un ghost gun s'il veut. C'est même que la loi est bâtie aux States. Wow, fait que c'est quand même. Ok, ouais, tu vois, c'est comme un peu pire que ce qu'on pensait, là. C'est déjà un team, là, dans le fond, c'est ça que tu dis. Ouais. Wow, ok, ben, tu vois, je savais pas ça. Ben, merci, merci d'avoir pour cet apport-là de ton cerveau. On a puisé dedans, là, je suis content. Excellent. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va transférer au segment Le prix est correct. Yes. Avec Alexandre Desmarteaux, qui a cette semaine une innovation pour nous, encore une fois. Ouais, je vais te passer mon micro. Donc, c'est à propos de OpenAI. Vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. Oui. Donc, la question est, combien vous pensez que ça coûte par mois runner ça pour la compagnie? Ah, j'ai lu là-dessus hier, puis je l'ai essayé hier. Tu l'as essayé, Sam, toi? Non, je l'ai pas essayé, mais je pense qu'il faut que tu achètes des tokens à un moment donné. Ça Non. se peut-tu? Ben, il y a plusieurs. Il y a des rip-offs dans le fond. Ben, pas des rip-offs, mais il y a genre des services, des App Store qui sont des copies, puis qu'eux, ils chargent de l'argent. Mais quand tu vas sur le Real truc, c'est un site web, là, puis c'est gratuit en ce moment. Mais le créateur a dit que ça coûtait une fortune à opérer. Ouais, Puis j'imagine. bientôt, il va le monétiser, là, tu sais. Mais c'est vraiment. C'est insane, là. J'ai essayé juste de donner des prompts, là, dans le fond, de création littéraire. J'ai donné des idées. J'ai dit, fais une histoire avec un. J'ai dit avec un YouTuber qui rencontre un barbecue, puis il y a un plot twist, puis finalement, il a legit créé une histoire qui rencontre un barbecue qui parle. Puis là, à la fin, le plot twist, c'est que le barbecue était dans l'imagination du gars all along, puis c'était juste un genre de un puits créatif, là, parce qu'il avait besoin d'un partenaire. Genre, c'est vraiment fou. Là. Fait qu'on va pouvoir lui demander d'écrire les prochains épisodes d'Accès Innovation. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, exactement. Ça va être exactement ça. Fait que j'ai hâte, on va l'utiliser. Puis, by the way, juste de même, la parenthèse, j'ai aussi posé des questions d'ingénierie. Là. J'ai posé des trucs sur lesquels je travaille. Dans le fond, tu sais, mettons, comment faire la conception de telle affaire. Puis là, il me donnait genre une liste de trucs assez vagues. Puis là, j'allais dans le détail. Là, je disais, OK, mais tel point, comment tu fais? Puis là, il crée une autre liste encore plus en profondeur dans ce sujet-là. Après ça, je reposais la question plus profond. Puis il arrêtait pas d'aller plus profond. Puis il y avait quand même. Il me nommait Est-ce que ça semblait accurate? Parce que j'ai vu, genre, sur les réseaux, sur TikTok et tout, mettons, des gens qui demandaient, OK, fais-moi un script en Python qui fait telle affaire. Puis là, wow, il y a des lignes de code qui apparaissent. Puis là, quand les gens y pastaient dans des consoles, finalement, le code marchait pas ou il y avait des retouches à faire dessus. Honnêtement, moi, ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Genre, c'était bon. Il m'a nommé des normes ASTM à utiliser, puis je les ai vérifiées, puis ils étaient bonnes. Okay. Mais l'affaire du code, j'ai parlé avec des. C'est drôle, j'ai parlé avec des ingénieurs logiciels à ma job pour savoir est-ce qu'ils pourraient utiliser ça dans ce qu'ils font. Puis eux, ils me disaient non, carrément, ils pourraient pas. Mais ça doit dépendre de l'utilité. Puis oui, c'est un AI qui a entraîné. Là, fait que je pense que c'est pas fait pour ça carrément encore. Là, mais c'est dépendamment de ce que tu veux faire. Là. Ced, dans le fond, il m'a dit qu'il a demandé de faire un site web pour vendre des souliers. Puis il m'a dit qu'il a fait un site qui marche. Mais okay. je l'ai pas vu. Je sais pas s'il a comme essayé de le hoster, son site, puis tout. Mais je sais que ça marchait. Mais ça, c'est peut-être facile. Il y a peut-être des trucs plus difficiles qu'il pourrait pas faire. Là. Ça m'intrigue. Je vais l'essayer. Parenthèse. Ouais, mais OK. Fait que le prix par mois que ça coûte. C'est en US, dans le fond, comme. En US, mais tu sais, c'est une estimation. C'est un professeur du Maryland qui a fait un estimé. Fait que, on ne sait pas à quel point c'est précis. Mais bon, on dirait que pour celui-là, j'ai comme pas vraiment de repère. Là. En même temps, s'il ne charge pas en ce moment, ça veut dire qu'il brûle cet argent-là à chaque mois. Fait qu'il faut que ça soit quand même. Ça peut pas être 1 milliard par mois. Là. Je veux dire, il n'y a aucune compagnie qui peut soutenir ça. Ouais, c'est quoi, comment il fait pour payer en ce moment, c'est ça. Fait que moi, je veux dire 1 million par mois, mettons. Je vais dire par mois 400 000, 450 000, je sais pas. C'est 3 millions. Oh, 3 millions. Damn! OK, fait qu'ils sont littéralement en train de brûler de l'argent. Là. Fait que là, il faudrait qu'ils commencent à le charger éventuellement, j'imagine. Ouais, mais comment ils font? Genre, c'est quoi? C'est où qu'ils vont chercher cet argent-là? Dans les coffres de la compagnie. Tu sais, sûrement que pour eux, ils justifient dans un sens que ils sont en train de le rendre widespread. Les gens, ils commencent à l'utiliser, ils voient l'utilité. C'est un peu genre un free sample, puis en même temps, je sais pas si ça fonctionne de même, mais peut-être que les AI se traînent sur les interactions avec les utilisateurs. Je sais pas comment ils ont traîné leur AI. Ouais, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se basent un peu sur l'Internet, là, puis en ce moment, quand tu vas dessus, toute l'info qu'il peut te dire, c'est d'avant 2021. Okay. Il n'y a aucune actualité qu'il connaît. Fait ils l'ont traîné sur ce qu'il y avait dispo sur Internet. Parce que je me dis, tu sais, les interactions avec les utilisateurs, il n'y a pas de rétroaction pour les AI. Je veux dire, il dit de quoi, puis il sait pas si l'utilisateur, mettons,
considère que c'est correct ou incorrect. C'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il se train sur ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui fait faire, mais... En ce moment, tu peux. Il y a une option feedback. À chaque fois que réponse que tu lui dis, tu peux lui dire si c'était bon ou pas bon, puis expliquer pourquoi. Mais, tu sais, c'est-tu vraiment ça? Tu sais, je connais pas assez ça pour dire à quel point c'est juste ça son training. Peut-être qu'avant, en arrière, tous eux qui ont travaillé, peut-être qu'ils l'ont entraîné de leur côté. Je sais pas comment il fait, mais je sais que c'est comme pas... Il s'entraîne pas à son plein potentiel. Il est pas rétroactif à 100% encore. Mais quand ça va être lancé, mettons, officiellement, payant, là, ça devrait l'être. Intéressant. En tout cas. Mais merci, Alex. Merci, Alex. Super. Fait que, Sam, ça veut dire que tu as gagné. Ça veut dire que c'est toi qui choisis qui commence. Je vais commencer parce que c'est le même qu'on l'avait mis dans le OneNote. Parfait. Excellent. Excellent. Fait que, comme tu disais, cette semaine, ce qu'on va parler, c'est des actualités dans l'innovation. On a sélectionné 2 nouvelles qu'on trouvait quand même assez intéressantes, qui sont assez récentes aussi. Je peux tout de suite dire les deux. Là. La première, moi, je vais vous parler des avancées qu'on a fait en fusion nucléaire récemment. Ça l'a fait les news il n'y a pas longtemps. C'est quand même assez intéressant. Puis toi, tu vas nous parler des avancées sur l'Alzheimer. Ouais, la recherche des médicaments contre l'Alzheimer, parce que les avancées de l'Alzheimer... Ouais, c'est ça, j'avais ça serait écrit. Plus négatif. J'avais écrit exactement ça. L'Alzheimer est rendu plus fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Fait que c'est ça. Premier sujet, la fusion nucléaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 5 décembre dernier, ils ont fait l'expérimentation puis ils l'ont dévoilé le 13 décembre, mais tout ça pour dire le mois dernier, il y a un laboratoire en Californie. En fait, c'est au National Lawrence Livermore, puis c'est le National Ignition Facility qui a mené ces expérimentations-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que pour la première fois, ils ont eu un gain net avec la fusion nucléaire. C'est quoi un gain net? Ça veut dire que tu obtiens plus d'énergie que ce que tu as dépensé pour engendrer la réaction. C'est une avancée majeure parce que la fusion nucléaire, ça développe vraiment beaucoup d'énergie, puis ça serait un type d'énergie qu'on voudrait utiliser potentiellement pour phase out de l'énergie fossile. Fait que répondre un peu à la crise des énergies fossiles. Est-ce que de l'énergie nucléaire de fission, ça c'est fossile aussi? Techniquement? Non. Fission puis fusion, c'est considéré comme de l'énergie nucléaire. Quand on dit énergie fossile, c'est plus, mettons, le gaz naturel, le pétrole, etc. Parce que je pensais que, mettons, les éléments radioactifs qu'on veut miner dans la Terre, ça, vu que c'est pas renouvelable, on considère pas ça fossile nécessairement? Non, quand on dit fossile, peut-être, j'ai pas recherché là-dessus particulièrement, mais il me semble, quand on dit fossile, c'est que c'est en lien avec de la matière organique. Ouais. OK. Ça a bien du sens ce que tu dis, ouais. OK. C'est intéressant. Ça. OK, bon, excuse-moi. Mais c'est un bon point parce que je peux t'expliquer un peu c'est quoi la différence entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Ouais. La fission nucléaire, on le maîtrise quand même depuis quelques années avec les bombes atomiques, mais aussi les centrales de production d'électricité. Quand on dit électricité nucléaire, c'est toujours de la fission nucléaire. On n'a pas encore réussi à harness la fusion nucléaire, puis d'où l'intérêt de cette nouvelle-là. Donc, la fission nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un très gros atome qui est radioactif. Radioactif, c'est qui est instable essentiellement. Fait qu'on prend, mettons, de l'uranium, puis on va le bombarder pour... on va le bombarder pour éclater le noyau. Puis quand on éclate le noyau, on en obtient deux plus petits éléments. Puis on va émettre des neutrons. Puis généralement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on envoie un neutron sur l'uranium, on va générer plus de neutrons après le fissionnement. Puis chacun de ces neutrons-là va être un amorce pour un autre fractionnement. Fait que la fission nucléaire, c'est un phénomène qui est autosuffisant. Une fois que tu l'as starté, ça continue. Puis 2, c'est exponentiel. OK, ça continue, c'est ça. Ça continue, puis ça peut tomber hors de contrôle assez rapidement si tu ne l'éteins pas. Genre. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne, là, où est-ce qu'on a une amorce, puis elle va amorcer d'autres réactions, puis elle va amorcer d'autres réactions. Il y a une manière de contrôler ça, parce que dans une bombe, on s'entend que c'est pas contrôlé. Dans une centrale nucléaire, seul l'est. Fait que visiblement, on a réussi à le contrôler. Puis c'est ça. La fission nucléaire, on l'utilise dans les usines de production d'électricité. Puis, important de savoir, c'est pas tout le monde qui sait ça. Là, parce que quand on dit on fait de l'électricité, généralement, quand on fait de l'électricité, c'est toujours de la même façon. C'est une génératrice qui tourne. Puis, comment que ta génératrice, elle tourne? Dans le cas, mettons, de fission nucléaire, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la réaction pour chauffer de l'eau. On produit de la vapeur fait tourner une turbine, puis la turbine entraîne une génératrice. Ça me fait penser à l'intro des Simpsons. Tu sais, les grosses cheminées qu'on voit là, où Homer il travaille, on a souvent tendance à penser, parce que moi quand j'étais petit, je pensais que ça c'était de la marde. Là, non, c'est de la vapeur d'eau.
essentiellement. Mais c'est ça, c'est fascinant, genre, c'est totalement clean, là, ce qui sort de là, tu sais. Au final, c'est quasiment la même chose que une centrale hydroélectrique aussi. C'est une turbine qui tourne, qui est raccordée à une génératrice. Une centrale au charbon, c'est du charbon qui brûle, qui fait bouillir de l'eau, qui fait de la vapeur, qui fait tourner une génératrice. Une centrale au gaz naturel, c'est du gaz naturel qui fait tourner une turbine, qui fait tourner une génératrice. C'est toujours une génératrice. C'est toujours une turbine avec une génératrice turbine. Ouais, c'est ça. Mouvement, énergie. Puis... Parce qu'il faut une manière de transformer l'énergie en électricité. Puis le plus efficace qu'on a trouvé, pas le plus efficace, mais en fait, le plus efficace pour le coup, c'est une génératrice. Ouais, là c'est comme tu dis ça parce qu'on veut pas comme s'embarquer dans une méga parenthèse de toutes les autres générations d'énergie. Ouais, c'est pas ça le point. C'est bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est la fission nucléaire. Après ça, en fait, la fusion nucléaire, c'est un peu le contraire. Au lieu d'avoir un gros noyau comme l'uranium, on va prendre des tout petits éléments. Puis c'est généralement des isotopes. Une qu'on a trouvée qui était vraiment efficace, c'est de prendre des isotopes d'hydrogène. Fait que le deutérium et le tritium. C'est quoi un isotope? C'est l'hydrogène, puis tu y rajoutes des neutrons. Fait que c'est un petit peu plus gros, l'atome. C'est comme un mutant. Moi, c'est moi, je l'avais comme un mutant d'un élément. C'est un genre de mutant d'atome, là, effectivement. Des isotopes, il y en a dans tout. Là. Par exemple, le carbone 14, c'est un isotope de carbone. Ça, il y en a dans à peu près toutes les choses qui sont vivantes. Puis vu que les éléments radioactifs se dégradent, on utilise le carbone 14 pour dater des fossiles, par exemple. Ils vont mesurer le taux de carbone 14 dans un fossile, puis en estimant, cet être-là, comment il y en avait au départ, avec la demi-vie du carbone 14, ils savent depuis combien d'années que c'est mort, cette affaire-là. OK. Bref, et on va prendre deux isotopes d'hydrogène, le deutérium, le tritium, puis on va les forcer à fusionner ensemble pour donner de l'hélium. Et là, tu vas me dire, OK, l'énergie, elle vient de où? Ouais. C'est que le deutérium et le tritium, si tu additionnes leur masse de chacun, c'est plus lourd qu'un atome d'hélium. Ça veut dire que la différence de masse entre les deux, c'est un neutron qui s'en va. C'est de l'énergie qui part, l'énergie cinétique. Puis ça respecte le principe de E égale MC2. Là. Fait que la différence de masse entre les deux états là, est perdue en énergie, essentiellement. OK, puis ça, cette formule-là, me semble, c'est quoi? C'est la différence de masse, justement. Et l'énergie, E, est égale à la différence de masse. La masse fois la vitesse de la lumière au carré. OK. Fait que là, ce que tu dis, c'est que le neutron qui part... C'est de l'énergie cinétique. Cinétique, OK. Ouais, c'est ça. Puis ça, dans la fission, c'était la même affaire. C'était le neutron qui partait, c'était là l'énergie, dans le fond. C'est ça? Ouais, la fission, il y a d'autres affaires aussi, là, mais moi, je te parlais plus de la fusion, principalement. OK. Puis c'est quand même intéressant aussi, la fusion, parce que ça a un très gros potentiel énergétique. Ça générait beaucoup plus d'énergie que la fission nucléaire. La fusion, je parle. J'avais dans mes notes, là, c'est 4 millions de fois plus d'énergie, la fusion nucléaire, que si tu compares avec les énergies fossiles, comme le gaz naturel ou le pétrole, pour la même quantité. Pour la même quantité de fuel, mettons, de départ. Genre. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est ça, c'est super intéressant parce que je pourrais en reparler après, mais j'avais aussi dans mes notes que, en principe, il faudrait... Mettons, si tu voulais faire alimenter une centrale de 1000 MW pendant 50 ans, ça te prendrait 2,7 millions de tonnes de charbon, mais ça te prendrait 250 grammes de deutérium, 250 kg de deutérium, puis 250 kg de tritium pour 50 ans. C'est donc puis 1000 MW, c'est beaucoup. 1000 MW, c'est combien de villes, tu penses? Je sais pas, mais il me semble que c'est quand même, tu peux alimenter une bonne ville, peut-être. Ouais, c'est quand même incroyable, pareil. C'est la différence de masse. Ouais. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'après ça, la fusion, pour réussir à faire fusionner ça, il faut que les deux atomes rentrent en collision puis soient maintenus par une pression considérable et une chaleur considérable. Pourquoi la chaleur? Parce que tu veux exciter ton deutérium, ton tritium pour qu'il y ait le plus de chances qu'il y ait des collisions. Puis la pression, pour que tu maximises aussi la collision puis la fusion des deux ensemble. Fait que pour faire ça, on va utiliser un quatrième état de la matière qui s'appelle le plasma. Le plasma, c'est quand tu chauffes un gaz à très très haute température, tu obtiens un peu ce qu'on appelle une soupe d'ions. Parce que là, les atomes se frappent tellement qu'ils se volent des électrons. Puis là, c'est ça. Tu as un genre d'état où tu as un gaz très ionisé. Donc, là, j'ai posé les bases de comment on fait de la fusion. Si on retourne au laboratoire, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire eux? C'est qu'ils ont pris 192 lasers. Ils ont visé une petite capsule, gros comme un dé à coudre, pour générer une température de 100 millions de degrés Celsius. Ils ont réussi à produire 3,5 mégajoules avec un apport de 2,05 mégajoules. C'est pour ça qu'on dit que c'est un gain net. Ça veut dire que la capsule elle a absorbé 2,05 mégajoules des lasers. Puis,
la réaction de fusion, elle a engendré 3,15 mégajoules. Fait qu'on a eu plus d'énergie que ce qu'on a apporté. Fait que genre à peu près 33% de plus, rapidement. Ouais, à peu près. Il y a un bémol, par contre, sur cette nouvelle-là, parce que là, les nouvelles, quand ils ont appris ça, ils ont vraiment sensationnalisé le truc. Puis, je vais peut-être apporter un bémol que les scientifiques ont amené après. Là. Parce que c'est un pas vers la bonne direction, mais c'est vraiment pas gagné encore, la fusion. Mais sinon, si je reviens à la capsule, en fait, les lasers, ils pointent une petite capsule. Des fois, c'est en diamant, des fois, c'est en plastique, là, mais c'est une petite capsule. Puis dedans, il y a du deutérium solide puis du tritium solide. Puis c'est comme une capsule en or. Puis là, les lasers rentrent par la capsule. Puis l'or force les lasers à pointer après ça vers la petite bille. Ça concentre tout, dans le fond, vers le petit point. Ouais, c'est ça. Puis essentiellement, ce qui arrive, c'est que la pression augmente drastiquement. Puis ça veut exploser. Puis pour l'explosion, ça se collapse sur lui-même. Puis en se collapsant, ça fusionne à ce moment-là. La réaction, elle dure... c'était genre une fraction de seconde. C'était vraiment pas long. Là. OK, puis... Mais tout ça, c'est beau, tu sais. Effectivement, je comprends, mais pourquoi ça a été autant long? Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été autant long avant de réussir à faire ça, là, tu sais? Si c'était juste de dire, OK, on se met beaucoup de laser, puis on le concentre tout à un point, il l'aurait pas fait avant, tu sais-tu? Ça vient un peu de mon bémol, parce que 192 lasers, c'est beaucoup de lasers. C'est okay? beaucoup d'énergie. Hein, puis le bémol, c'est que là, c'est un peu une manigance. C'est un peu comme les fiscalistes là, dans les entreprises qui manipulent les chiffres. Là. La capsule, elle a absorbé 2 mégajoules. Mais il a fallu alimenter les lasers avec 300 mégajoules. OK, ouais. Tu comprends? Puis au final, on a 3 réussi mégajoules. à faire 3 mégajoules. Fait que c'est comme c'est 1% d'efficacité quand tu regardes ça de même. T'as dit 100 fois plus d'énergie pour les lasers. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que ça prouve le concept. Parce que tes lasers aient consommé 300, ta capsule en a absorbé 2. Là. Fait que là, c'est principalement un problème d'efficience à amener l'énergie dans la capsule. Ce que ça l'a prouvé, c'est que la capsule, elle absorbait 2. Ils ont mesuré qu'elle a absorbé 2 des lasers, puis qu'elle a généré 3. C'est ça l'avancée. OK. Mais les scientifiques, ils reconnaissent que leur système est clairement pas efficace. Là. C'est comme un moteur thermique là, qui est 30% de rendement. Ben, eux, s'ils veulent améliorer leur affaire, il faudrait qu'ils réussissent à amener 2 mégajoules à la capsule, mais en consommant jamais plus que 3 mégajoules, parce qu'à partir de là, ils ont un gain. Ils ont une perte nette quand tu le vois de même. Ouais, fait que ce que tu dis, c'est que peut-être, je veux pas dire la majorité du problème a été résolu, mais ce qui reste, c'est de l'optimisation, puis essayer de trouver une machine. C'est de l'ingénierie rendu là. C'est vraiment être capable d'augmenter la performance du transfert d'énergie à la capsule. Aussi, le truc de la capsule, c'est relativement nouveau puis c'est peu utilisé. En général, avant qu'on s'intéressait à la fusion, on utilisait des grosses bobines toroïdales puis on utilisait des champs magnétiques pour transformer le gaz qu'on injectait dans la grosse bobine en plasma. Puis ça, avant, on avait réussi à avoir des efficacités de 70%. Puis c'est pour ça que c'est une grosse avancée, parce que tu l'as dit, c'est comme si on a fait on a passé de 2 à 3. Là, ouais. Mais là, avant, mettons, on aurait mis 1 mégajoule, puis on aurait eu 0,70 mégajoules dans une bobine toroïdale. OK, c'est ça, on était C'était jamais arrivé, là. C'était jamais arrivé d'avoir un gain net. Ouais. C'est pour ça que c'est une grosse nouvelle, mais c'est vraiment pas utilisable aujourd'hui. Mais c'est quoi? Fait que c'est la technologie. C'est quoi qui a changé? C'est la technologie de la capsule, faire concentrer tout ça? Ou c'est parce que la bobine toroïdale est intéressante à cause que c'est beaucoup plus gros, tu peux avoir une réaction beaucoup plus intéressante, mais aussi le tritium, ça n'existe pas vraiment à la surface de la Terre en liberté de même. C'est quand même assez radioactif, puis ça se détériore rapidement. Tandis que le deutérium, lui, tu le trouves en distillant de l'eau, c'est quand même facile. Le tritium, tu peux le générer, mais tu peux pas vraiment le stocker. Fait qu'un concept de bobine toroïdale, c'est qu'ils mettaient des plaques de lithium dans la bobine, puis avec la chaleur, quand un neutron frappe je pense que quand un neutron frappe le lithium, ou non, quand un hydrogène frappe le lithium, ça faisait du tritium. Fait qu'il autogénérait du tritium dans la bobine. C'était super intéressant comme concept. Là, la capsule, tu n'as pas le choix d'avoir du tritium solide, du deutérium solide que tu encapsules. La capsule a coûté des centaines de milliers de dollars à faire, puis elle est tout petite. Fait que c'est pour ça que pour l'instant, on s'intéresse plus ou moins aux capsules, parce que oui, ça l'a prouvé le concept, là, mais je pense que la bobine toroïdale est peut-être plus viable à long terme. Mais ça prend aussi une façon de harness la chaleur. Là, ta capsule a fait de la chaleur. Ouais. Mais là, on a dit qu'il faut que tu fasses bouillir de l'eau, il faut que tu fasses virer une turbine. Puis c'est pour ça. Peut-être la bobine, où tu peux toujours injecter du nouveau gaz dedans, avoir de la chaleur, extraire la chaleur. Là, il y a plus de potentiel d'ingénierie là-dedans. La recycler, mettons, essayer de trouver une manière de ramener une partie de ce que tu génères. Je sais pas si... Ouais.
Mais pourquoi est-ce que tu dis que ça prend les deux? Ça prend du tritium et du deutérium? Pour faire la fusion. Ok, ça prend vraiment la combinaison des deux. Ouais. C'était pas un des deux. Non, c'est les deux. Ouais. Ben, en fait, tu peux faire la fusion avec plein d'affaires, mais c'est que les scientifiques ont trouvé que le plus efficace, ce serait avec du deutérium et du tritium ensemble pour faire de l'hélium. Ok. Pourquoi? Bonne question, je me suis pas poussé si loin que ça. Ok, c'est pas grave. Mais c'est ce qu'ils ont ciblé comme réaction la plus efficace à vouloir explorer. Tu sais, je sais pas à quel point tu es dans ta recherche, mais c'est déjà vraiment incroyable tout ce que tu as réussi à sortir de ce qui est arrivé. Là. Puis, ce que tu disais du bémol, je trouve ça intéressant par contre parce que à chaque fois qu'il y a un article clickbait, il y a tout le temps un bémol. Il y a tout le temps, ça a l'air tout le temps vraiment malade. Là, on le lit, puis c'est comme, ouais, ok. C'est vraiment moins hot, mais ça reste qu'il y a une innovation derrière ça pareil. Ben, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est vraiment un pas dans la bonne direction, mais tu sais, je veux dire, je pense que la communauté scientifique s'entend pour dire que la fusion nucléaire n'arrivera pas avant une 50aine d'années au niveau commercial. Ça, c'est sûr. Mais je me rappelle, écoute, quand on était au cégep, dans mon cours d'électricité, on en parlait de la fusion. Puis je me rappelle me semble que la prof parlait que c'était pas de la fiction, mais c'était pas avant des centaines d'années. Donc, on était vraiment pas là. Mais là, peut-être qu'on est un petit peu moins loin que là, tu sais. Mais ouais. Ben, il y a des avantages à la fusion. Tu sais, autrement dit, c'est que ça, contrairement à la fission, tu n'as pas à gérer des déchets radioactifs. Ah ouais? Non, c'est ça. Ben, c'est ce que tu génères de l'hélium. Ah, ben oui, mais fait que c'est plus propre, mais... Ouais, c'est plus propre. C'est beaucoup plus dur techniquement parce que, tu sais, 100 millions de degrés Celsius, c'est beaucoup de degrés. mais ta source, ton deutérium, ton tritium, eux, ils sont radioactifs. Ouais, mais très faiblement. Ils émettent pas du gros rayonnement comme un uranium 235 émettrait. T'sais. Fait que c'est intéressant parce que non seulement c'est vraiment plus clean, mais en plus, ça produirait théoriquement vraiment plus d'énergie. La fusion produit beaucoup plus d'énergie. Puis aussi, fun fact, c'est le soleil. Quand tu regardes le soleil, c'est une grosse boule avec la fusion nucléaire en permanence. Là. C'est ça que le soleil fait. Ouais, c'est ça. Ok, j'avais oublié ça. Fait que c'est ça. C'est pas mal la nouvelle que j'avais à vous parler cette semaine. Fait que oui, c'est super intéressant, mais encore là, le petit bémol que j'ai apporté. Ouais. Fait que c'est ça. C'est contesté un peu. Là. C'est sûr que là, tu vois ça sur CBC, tous les channels de nouvelles. Puis mais en même temps, les scientifiques de l'autre côté sont comme, ouais, calmez-vous un peu. Là, c'est pas... c'est pas si incroyable. Mais ça reste la première fois qu'on a un gain net, là, ce qui est quand même une bonne chose en soi. Je me demande, sérieusement, Puis, tu sais, nous aussi, on fait peut-être un petit peu partie de ça. On n'est pas très énorme comparé à BBC ou quelque chose comme ça. Mais je me demande, ces journalistes-là qui voient cette nouvelle-là et qui décident, nous aussi, on devrait faire un article là-dessus, à quel point ils savent que c'est bon ou pas. Ou, peut-être qu'ils savent, mais qu'ils font juste pas paraître dans le titre de l'article. Peut-être, il y a une notion aussi de public. Peut-être qu'ils se disent, ouais, si je commence à expliquer pourquoi que c'est pas si hot que ça. En même temps, je pense qu'ils veulent que les gens ils cliquent sa nouvelle. S'ils diraient dans l'article, mais c'est pas si hot que ça, le monde cliquerait clairement. Fait que nous, on mettra pas, mais c'est pas si hot que ça dans le titre. Il y a un article que j'ai vu là, de presse qui parlait de ça, puis qui était un petit peu nuancé, puis il disait... alors il a fallu 300 mégajoules pour alimenter les lasers, mais les scientifiques sont très confiants qu'ils vont arriver à réduire ça. Ah. Mais là, j'étais comme, ok, très confiant, mais en même temps, mettons là, que tu as un transfert d'énergie efficace à 100%, ce qu'on sait très bien, toi et moi, qui existe à peu près pas. Ça se peut pas, ouais. Tu dépenserais 2 mégajoules pour donner 2 mégajoules à ta capsule, tu aurais 3 mégajoules. Mettons que tu n'es pas efficace. Tu lui donnes 3, tu obtiens 2. Ben là, tu es à la limite du gain. Là. Je veux dire, tu produis 3.05. Puis ça, c'est pas une énorme perte. De passer de 3 à 2, là, c'est 66% d'efficacité. Puis c'est encore beaucoup là, pour un procédé de transfert d'énergie. Fait que, en tout cas, je suis sceptique. Ça va être un gros feat d'ingénierie, là, être capable de transférer efficacement, très localement, cette énergie-là sur la capsule. Ben, j'essaie de réfléchir en même temps, c'est ça. Puis, ouais, je sais pas. Là. C'est clairement, j'ai pas la Parce que que tu dépenses plus que 3.05, tu passes à côté du but. Tu dépenses plus d'énergie que tu en produis. Que tu en fais. Fait que aussi, la barre est haute, j'ai l'impression. Puis en plus, ben, comme tu as dit, pour le produire, le tritium puis le deutérium, ça demande un certain niveau de... Ben là, le deutérium peut-être moins, là, mais tu sais... Le deutérium, c'est facile. Le tritium, ben, pour le produire, comme je te disais, avec le lithium, c'est quand même assez facile. Mais ça consomme de l'énergie. Oui, aussi. Mais fait que là, faut que tu penses à ça aussi. Mais c'est pour ça que la bobine toroïdale était intéressante, les plaques de lithium à l'intérieur, où tu auto-générais du tritium sur demande. Tu le faisais automatiquement, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Wow. Merci beaucoup pour ce beau sujet. Yes. Je suis content. Honnêtement, j'avais même pas regardé c'était quoi, fait que je suis content que tu puisses nous l'expliquer. Puis j'ai pu être à niveau là-dessus. C'était ma première fois que j'apprenais en détail sur ce qu'il avait découvert.
Donc, maintenant, on va changer. Donc, j'ai perdu le guessage du prix, donc je passe deuxième. Euh, donc, l'avancée sur les médicaments de l'Alzheimer, hein, et non sur l'Alzheimer. C'est un autre article que j'avais vu, puis tu vas voir que moi aussi, j'ai une bémol, OK? L'Alzheimer, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui est quand même chaud au Québec. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que les sources de nouvelles où que j'entends plus parler de l'Alzheimer, c'est plus des sources québécoises, moins que des sources américaines, des sources anglophones. Je sais pas pourquoi. J'ai pas vraiment poussé là-dedans, mais je trouve que c'est un sujet quand même intéressant puis que ça nous touche quand même de proche. On connaît tous, je veux dire, on connaît presque tous quelqu'un qui est affecté par ça, cette maladie-là. Fait que je vais commencer peut-être par résumer c'est quoi sommairement l'Alzheimer. Ensuite, je vais vous parler de cette nouvelle découverte-là qu'ils ont faite, qui nous vient par comment on a appris de cette découverte-là. C'est quand même, il y a comme plusieurs degrés, là. Moi, dans le fond, c'est un article de nouvelles ou que c'est une entrevue avec 2 chercheurs qui étaient présents à une conférence où que eux qui ont fait la découverte en ont parlé. Fait il y a quand même plusieurs degrés, fait que ça se peut qu'il y ait de l'information qui se perde ou ça se peut que ce soit quand même assez sommarisé là, comparé à la source. Puis j'ai vraiment pas autant de recherches que toi, fait en tout cas, on va essayer de voir comment on fait avec ça, puis ça va être bien parfait. Donc, l'Alzheimer, on sait tous que c'est relié à une perte de mémoire. C'est comme le truc qu'on sait, là. Tu sais, la personne affectée de l'Alzheimer qui oublie qu'il allait mettre son... Je pense à Alzheimer, puis je pense, mettons, à la mamie ou le papy qui a oublié 2-3 affaires, puis là, ça dégénère, puis à un moment donné, c'est rendu vraiment grave. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Puis c'est ça, fait que sinon, il y a quand même d'autres trucs un peu reliés à ça, clairement. Donc, la difficulté à apprendre, tu sais, ça va de soi quasiment, là. Apprendre des nouvelles choses, je veux dire. Difficulté à gérer l'argent, difficulté à gérer les tâches quotidiennes, la perte des objets. Puis aussi, il y en a d'autres là, que moi, je savais un petit peu moins, là, mais la désorientation, en fait, c'est normal. Là, mais tu sais, mettons, I guess que s'il s'en va, mettons, à Place Laurier, puis que tu peux avoir un oubli momentanément, puis là, c'est comme, OK, je suis où, comment je suis orienté. Ça peut être désorientant. Il y a aussi le retrait social, qui est intéressant, que je savais pas. Là. OK. Fait que voilà, c'est ça. Donc, comment ça se passe? Puis tu sais, quand tu te fais, dans le fond, donner ton diagnostic d'Alzheimer, si ça arrive, l'espérance de vie en moyenne de 3 à 9 ans. Je savais pas que c'était autant drastique, là, mais c'est vraiment une dégénération. Là. Ça m'étonne parce que quand tu penses à Alzheimer, tu penses des pertes de mémoire, tu t'imagines pas que ça va finir par te tuer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment une dégénération de système dans le corps, puis à un moment donné, ça peut juste plus continuer. Ouais, c'est le cerveau. Puis il existe des images, dans le fond, de ce que ça fait. Je pourrais peut-être en mettre à l'écran, là, mais sommairement, là, c'est le cerveau, dans le fond, il vient vraiment un peu se ratatiner. Genre. C'est la meilleure manière que je pourrais utiliser pour le décrire. Puis tu as comme des ventricules à l'intérieur du cerveau qui, eux, viennent enfler. Il faudrait que j'essaie de montrer l'image. Là, je ne l'ai pas en tête rapidement. Sommairement, ça ressemble à ça. Fait que bon, le cerveau, on sait que c'est comme l'organe le plus important, je pense, dans le corps. Là. Fait que si ça se ratatine puis que ça marche plus, là, le reste part avec, malheureusement. Donc, j'ai aussi des petites statistiques. Là, donc, à peu près 80 868 décès attribuables à la maladie d'Alzheimer qui sont survenus de 2004 à 2011 représentaient 4,3% donc de tous les décès au cours de cette période. Fait que 4,3% des décès. C'est conséquent. C'est au Canada, ça, je pense. Là. Ouais, c'est quand même un énorme pourcentage. Toutes les causes de mort qu'il peut avoir, là, ça, c'est 4,3%. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis ensuite de ça, bon, un petit peu plus commun chez les femmes. Puis les facteurs de risque. Je me demande, est-ce que tu as vu si c'était héréditaire ou si... Oui. Je sais pas, je me questionne. Moi, je pensais que c'était comme mainly héréditaire. Parce que quand tu sais que, mettons, tes grands-parents ou tes parents font d'Alzheimer, c'est là que tu sais que ton médecin va comme t'approcher puis il va te questionner là-dessus. Il y a, oui, l'hérédité, puis c'est relié à un gène quand même important dans ce qu'on va parler, qui est le gène APOE, qui est un gène qui te donne une genre de protéine, la protéine apolipoprotéine E. OK, whatever. Elle est reliée au métabolisme du gras dans les mammifères. Puis là, ça, c'est intéressant, sur Wikipédia, tu peux aller voir. Tu peux écrire n'importe quelle protéine qu'on a dans le gène humain, dans notre génome, là, le code génétique, puis il va te montrer exactement, il va te montrer une image des gènes, là, puis il va te montrer exactement il est où, à quelle hauteur, puis il va te dire, il y a genre une liste de points que ça peut affecter, là, une énorme liste, là, OK? Puis là, je peux aller là-dedans en détail, juste checker le sommaire, là. Mais si ça vous intéresse, tu peux checker l'entièreté du génome humain parce que nos gènes ont été décodés là, en début 2000. Là, ouais, ça fait pas très longtemps, je pense qu'on a séquencé l'ADN humain. Ouais. Non, c'est pour ça aujourd'hui que tu peux payer 100$ sur Amazon et avoir un test génétique. J'ai acheté ça à mon père. J'ai hâte de voir les résultats. Ouais, on a acheté ça en cadeau. C'est ça coûte à peu près 100$. Puis, ça te donne, c'est ça, des dangers, mettons, de santé, mais ça donne aussi tout ton historique généalogique. Tes ancêtres, ils venaient de où. Puis, c'est plein d'infos comme ça. Là.
Puis, fun fact, j'ai regardé récemment une vidéo sur YouTube par rapport à des crimes qui étaient non résolus puis qui réussissent à résoudre avec bon, les données d'ADN puis les données génétiques. Mais il y a beaucoup de crimes qui réussissent à résolver à cause des services, comme tu as parlé, genre Ancestry, 23andMe. Attends, fait que tu me dis, mettons, un tueur en série, il veut savoir s'il y a de la famille en Espagne, puis genre, il crache dans une petite éprouvette, puis là, la police cogne à sa porte 3 semaines plus tard, mettons. Ben, mettons... Ok, check, je vais te dire l'exemple que j'avais. Ça peut ressembler peut-être à ça, mais en gros, c'est que il y a mettons un gars, je pense qu'il avait apparu sur le bord d'une plage, là, puis qui était non identifié, le gars. Mais il y avait assez de trucs sur lui pour être capable d'identifier je pense, son code génétique. Puis, après ça, il y a quelqu'un qui a utilisé le service Ancestry, puis il a dit, OK, moi, je donne ma salive, puis je l'envoie à un genre de base de données. Puis là, ça, c'est des grosses bases de données. Puis après ça, ils sont capables de dire, OK, ben, telle personne est morte de telle année à telle année. Je pense qu'ils font des cross-reference avec d'autres bases de données. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait un cross-reference entre la personne qui avait donné sa salive, puis ils ont regardé, OK, dans telle région, c'est qui les gens qu'on ne sait pas leur date de mort, puis ils ont été identifiés, OK, ben, il est vraiment, vraiment relié à lui. Puis là, ils ont demandé à la personne, ils ont demandé des photos de famille, puis des affaires, puis là, ils ont pu confirmer que c'était exactement cette personne-là, mettons. Tu sais, là, je le summarise vraiment, là. Mais tu sais, c'est un service, puis il y a d'autres cas comme ça qui sont arrivés, là, parce que le monde, à cause que le monde donne leur salive, ils donnent leur nom, ça crée des genres de grosses bases de données de génétique. Puis après ça, avec la localisation, avec ben c'est ça, le code génétique de la personne, mais ils sont capables d'identifier plus facilement. C'est intéressant, puis ben, c'est pas le sujet du podcast, mais Non. tu sais, je me dis, il y a quand même des dilemmes éthiques avec tout ça. Ouais, c'est sûr. Ben, puis là, c'est sûr que quand tu donnes ta salive à ça, ben, tu consens un peu à ce qu'il y a une base de données qui existe à cette compagnie-là, mettons Ancestry.com ou c'est des exemples. Je suis d'accord. Puis, mais moi, ce qui m'intéresse le plus par rapport à ça, mais j'avoue, tu sais, moi, écoute, je reviens un peu en arrière. Là. Quand j'étais jeune, puis il y avait les iPhones, je pense que c'était les 4S ou les 5S qui sortaient avec les empreintes digitales. Là. Je m'en rappelle au secondaire, là, j'étais outré. J'étais comme, man, je vais jamais mettre mes empreintes digitales là-dessus. À cette heure, là, je suis un fan fini de ça. Là, puis le Face ID. Là, mais ça, c'est sorti dans le pic des affaires avec Edward Snowden, puis la NSA. Oui, la cybersécurité, c'est vrai, c'est dans ce temps-là. En tout cas, là, c'est comme une grosse parenthèse. Fait que je continue. Fait que. Bon, fait que là, on parlait le gène APOE qui est principalement relié avec l'Alzheimer. Ce que j'ai cru comprendre, je l'avais ici, les patients qui ont le gène APOE ont le plus de chances d'avoir un AVC. Puis là, c'est comme un des bémols là, qu'on a. Là. Puis l'affaire, c'est que, OK, c'est ça, 50 à 60% des patients qui ont l'Alzheimer ont le gène. OK. Fait quand même, c'est vraiment... Il y a une forte corrélation. Ouais, c'est un gros facteur de risque. Puis oui, c'est ça, c'est une corrélation. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça semble être une bonne corrélation. Les autres facteurs de risque, on parle de... dans le fond, mais les causes exactes sont peu connues, là, je répète. Là. Donc, plusieurs blessures à la tête, dépression, hypertension. Ça, c'est comme les autres gros facteurs. Fait que peut-être des joueurs de football. Ouais, c'est intéressant. Tout ça, c'est comme relié là, à cause du cerveau. Fait que même si t'as pas de prédisposition génétique, si, exemple, là, tu dis joueur de football ou joueur de hockey, whatever, tu fais un sport que t'as tendance à faire beaucoup de commotion cérébrale, tu peux en développer une. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils disent. Mais là, le détail de ça, je ne connais pas, mais ouais, ça semble être ça. Fait que c'est pour ça que les commotions, c'est vraiment dangereux. Là, on n'arrête pas d'aller dans des parenthèses, je m'excuse. Fait que là, je vais essayer de me concentrer pour ce qui reste. Fait que là, je vais vous expliquer c'est quoi vraiment l'innovation derrière ça. Donc, ça serait un nouveau médicament pour aider, dans le fond, à réduire la progression de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire la progression de la maladie? C'est peut-être de dire, OK, ben quand tu l'as, ça dégénère plus lentement. C'est un peu ça. Ce qu'ils disent, c'est que ça pourrait être approuvé d'ici l'année prochaine au Canada. Ça s'appelle le lecanemab. J'ai vraiment de la misère avec les mots de pharmacie, je m'excuse. Lecanemab. Puis ça réduit d'à peu près 27% justement la progression de la maladie. Et ça vise, dans le fond, ce qu'ils disent, des protéines amyloïdes. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sais que c'est un petit peu relié au gène qu'on parlait tantôt, polyprotéines. Ça semblerait être relié à ça. Puis ce qu'ils disent, dans le fond, c'est ça, c'est une genre d'entrevue là, avec des experts plus locaux, je pense québécois ou montréalais. Ils disent que la maladie est retardée de façon significative dans sa progression des troubles cognitifs légers vers une démence. Fait que c'est un peu ça que je parlais. Puis ça, c'est l'université de Yale, au Connecticut, qui a découvert ça, qui ont fait cette découverte-là. Tu sais, ils font tellement des recherches, je pense, dans ce domaine-là, que des fois, de temps en temps, il y a une affaire qui pop, puis qui attire notre attention. Ouais. Mais ce que tu dis, en fait, c'est que là, le médicament,
il ralentit la progression. C'est ça qu'ils disent. Je sais à quel point... Il ne soigne pas la maladie dans un sens plus. Il va ralentir la dégradation que la maladie entraîne. Ouais, c'est ça. Et peut-être potentiellement retarder... retarder la mort, c'est bizarre comme manière de le dire, là, mais faire en sorte qu'à la place d'être maintenant 3 à 9 ans, ça serait peut-être moins que ça. Là. Mais de combien d'années, je le sais pas vraiment, parce que l'article scientifique, j'ai pas réussi vraiment à le trouver. Puis là, ça, c'était des résultats qui ont présenté une conférence. Ça semble un peu exclusif. Là. Je veux pas dire qu'ils sont trop exclusifs, là, mais ça semblerait être plus exclusif. Puis là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je voulais un peu mettre en perspective, c'est-tu important ça ou pas de dire on a un nouveau médicament pour l'Alzheimer? Il y en a-tu beaucoup des médicaments pour l'Alzheimer? Moi, je le savais pas. Le dernier médicament approuvé pour l'Alzheimer, ça fait 20 ans. Okay? Fait que c'est majeur. Là. S'il est approuvé au Canada d'ici l'année prochaine, c'est majeur. Celui-ci pourrait être l'année prochaine. C'est ça comme je disais. Bon, je me répète, là, je m'excuse. Donc, tout ça, c'est bien beau. Mais comme toi, après les fleurs, viennent le pot. Je l'ai dit tantôt, je l'ai spoilé tantôt. AVC chez 15% des patients en ce moment. Ça, c'est pas drôle. Okay, c'est vraiment pas... c'est quand même des effets secondaires désagréables. Oui. Tu sais, mettons, on parlait de la COVID, là, les vaccins de COVID. Ouais, ça faisait des... Je sais pas c'était de combien. Des caillots, je pense. Ouais, des caillots. Ça peut faire des caillots, puis les filles avaient un petit peu plus de probabilité d'avoir des caillots, mais les probabilités que t'en as... C'était minime. Là, c'était quoi? C'était genre... Je pense que c'était 0.1%, j'ai envie de dire, là, ou 0.001%. Okay. Là, là, 15%, ouais, c'est quand même énorme, là, tu sais. Donc, les patients qui prennent ces médicaments-là doivent avoir des scans au cerveau mensuels. Puis ça, c'est à peu près 900$ là, à chaque scan. Ouais. En ce moment, là, les assurances, c'est pas sûr non plus qu'ils le couvrent parce que c'est nouveau. Le médicament lui-même, est-ce que tu as le prix? Oui, non, je l'ai pas. Mais le coût est élevé, ils disent. C'est ça que je suis en train de me dire, parce que on dirait que tous les médicaments de même, un peu comme les médications, le sida, je trouve que c'est un bon parallèle. Là. Il y a des médicaments pour ralentir la progression du sida, mais je pense que tu peux pas vraiment le soigner, ou du moins pour le moment, non. Okay. Puis c'est un peu le même principe. Là, je veux dire, le médicament coûte un certain prix, mais je pense que c'est... Est-ce que c'est Martin Shkreli? En tout cas, c'est un gars qui avait... Oui, il avait acheté... Il y avait la compagnie qui fait ça, puis il a bumpé le prix du médicament des milliers de pourcents de plus que ce que ça c'était avant. Tu sais. Parce que au final, c'est des médicaments que les gens ils prennent pour mourir moins rapidement. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que on s'entend que tu es prêt à payer le prix que ça va coûter. Ouais, c'est ça, c'est tellement trop de cul. Genre, c'est ça. Puis là, moi, en tout cas, j'écoute ça, puis je me dis, t'es là, les scans à 900$, puis le prix du médicament va sûrement être super élevé, puis c'est poche, là, biomédical, on dirait que c'est un peu ça. Là. Totalement, ouais. Puis c'est souvent le même. Puis là, des fois, les assurances, ça aide, mais là, justement, les assurances couvrent sûrement pas ça au début. Ils l'ont pas dit le prix. Peut-être que c'est pas encore déterminé non plus, justement. Peut-être que c'est comme ils sont en développement, puis après, ils vont déterminer un prix clair. Là. Pendant que j'y pense, je pense que c'est cette semaine ou l'autre avant, parce que vu qu'on parle d'actualité, le président de Moderna, je sais pas si tu as vu ça. Là. Non. Ben, les vaccins pour la COVID. Ouais. Avant, je pense que c'était 20$ ou 30$ la dose. Puis il a bumpé ça à 140$. Hein? Oui. Sa justification, c'est cohérent avec la valeur. Dans le sens que c'est plus cher, mais en même temps, c'est vraiment utile. Tu devrais l'avoir. Peut-être parce qu'il y en a moins qui se font vacciner. Genre, ça se peut Fait que là, il est comme off-demande. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que le biomédical, des fois, le pricing, ça peut être surprenant. C'est là que vient l'expression Big Pharma. Là. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode d'Accès Innovation sur le Big Pharma. Là. Ça, c'est pour eux qui ne savent pas, le Big Pharma, c'est comme le mot qui encapsule un peu toute la... C'est un peu une conspiration en même temps. Là, toutes les méga compagnies de pharmaceutiques qui contrôlent le monde. C'est ça. On va passer d'un podcast scientifique à complotiste. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois qu'on parle de complot, en plus. Excellent. Donc, fait que là, ce que je disais, donc les patients qui ont le gène APOA ont encore plus de chances d'avoir un AVC, du 15% qu'on parlait tantôt, et justement, 50 à 60% des patients ont le gène. Fait que c'est au moins 15% dans le fond des patients qui peuvent avoir des AVC. Donc, si tu as le gène, tu auras un petit peu plus que 15% de chance de faire un AVC. Ensuite de ça, bon, le coût du lecanemab qu'on a mentionné, on ne sait pas c'est quoi exactement. Ensuite de ça, là, ça, c'est relié un peu à l'attaque que tu fais, que le médicament fait. Lui, il s'attaque aux fibrilles amyloïdes. C'est ça que j'avais mentionné. Je vais juste trouver les protéines amyloïdes. Et tu dois prouver avant que tu en as des protéines, puis sont où exactement. Puis ça peut coûter de 1000 à 5000$ cette étude-là de ton corps. Et finalement, le médicament est injecté par intraveineuse aux 2 semaines. Donc, c'est un défi d'infrastructure, un peu comme des chimiothérapies. Ouais, c'est quand même intrusif comme traitement. Ouais, c'est quand même, tu sais, il y a beaucoup de bémols, là, effectivement. C'est pas, on est loin de la Tylenol là, que tu prends avant de te coucher. Ouais.
Totalement. Peut-être qu'un jour, tu sais, que genre dans 200 ans, tu vas avoir une petite pilule, tu sais, qui Ouais, règle peut-être. tout ça, là, ça serait vraiment malade. Tu sais, je pense que comme ce que moi j'avais amené avec la fusion, puis ça c'est vrai après ça pour plein de nouvelles scientifiques, c'est jamais optimal le jour Ouais, 1. on n'est pas rendu là encore, là, ouais. Puis la science, ben, c'est un peu ça, là, c'est de l'amélioration continue, puis tranquillement on va arriver à de quoi qui va être réellement viable à un coût qui fait du sens. Je l'espère. Ouais, moi aussi, totalement. C'est ça, tu sais, c'est assez... c'est pas mal tout ce que j'avais, tu sais, honnêtement, là-dessus, parce que ça allait pas plus dans les détails que ça, puis ça me tentait pas nécessairement d'ouvrir plusieurs articles scientifiques pour aller creuser l'historique de l'Alzheimer, mais, tu sais, c'est ça. On voit qu'il y a des trucs intéressants derrière ça. 27%, la progression de la maladie, c'est quand même une maladie dégénérative. Fait que de régler la progression, de résoudre la progression, c'est ça que tu veux faire. Mais il y a une coupe de bémol. Là. Mais tu sais, moi, mettons, moi j'aurais l'Alzheimer, je sais pas si je serais prêt à. Je pense que je serais prêt à essayer. Ben, je pense que oui. Là, dépendamment de mon âge, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais, quand tu sais que tu vas. T'as plus rien à perdre dans un sens. Ouais, c'est ça. C'est un sujet délicat, là, mais Ouais. en tout cas. Mais c'est pas mal tout que j'avais pour toi, Sam, aujourd'hui. D'abord. OK. Ben, merci, c'était super intéressant. Puis Ouais. dites-nous si vous trouvez ça intéressant, ces formats-là. On essaie de garder ça quand même relativement court, puis arriver avec des sujets intéressants. Ouais, 48 minutes, c'est quand même bien. Ouais. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup de ta présence, Sam, encore une fois. Yes, merci à toi. Merci aux auteurs surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.